l'intégration, notamment des outils et des data utilisateurs. Le troisième pilier est lui plutôt concentré sur les aspects financiers, de manière à mieux maîtriser son parc informatique, qu'il soit matériel ou logiciel, afin de mieux consommer et de réduire les investissements, ou en tout cas de produire des investissements plus justes liés aux besoins. Le quatrième pilier, c'est la gestion des services. On va voir que ça a du sens au travers de la présentation d'aujourd'hui, puisque c'est le point d'entrée, notamment par rapport à un catalogue qui permet aux utilisateurs de procéder à des demandes et de derrière lancer celle-ci au travers de flux de traitement. Le dernier pilier, c'est la gestion des identités ou des accès. C'est définir aux utilisateurs quel type de droits ils ont en termes d'accès à des applications ou à des systèmes. Tout ça, ça repose sur un corps qui permet de fournir la découverte des différents composants, de pouvoir s'appuyer sur des tableaux de bord au travers de mesures et d'informations en termes d'analytique. Bien sûr, l'ensemble de ces piliers communiquent entre eux au travers d'un processus d'automatisation. Et on va y revenir, ça peut être soit du cloud, soit de l'on-premise. Donc ici, vous avez une projection par rapport à une lecture par vignette, on va dire, ou par bloc fonctionnel sur l'ensemble de ces 5 piliers que l'on positionne sur ces différentes activités. Vous verrez que la présentation autour de la gestion unifiée, elle se bâtit principalement sur l'automatisation. L'idée pour nous, c'est que ces 5 piliers puissent partager les informations qu'elles recensent, de manière à ce que la sécurité opérationnelle, la gestion des services ou bien les opérations IT puissent mettre en place des process qui soient transverses et que ces process puissent être automatisés. L'apport de la gestion unifiée, elle va se définir au travers donc d'une réduction des coûts, mais aussi des risques, d'améliorer les temps qui sont ceux que vous avez en termes de traitement, de réduire les efforts et la complexité au quotidien de vos équipes opérationnelles. Les gains qui vont être constatés en termes d'amélioration, c'est la qualité, l'efficacité, le contrôle, la sécurité et bien entendu la portée de la valeur au métier. Je vais maintenant laisser la main à Jean-Robert, puisqu'on va aborder le cœur même de la gestion des data centers, où il va pouvoir vous balayer justement quels sont les points d'importance que l'on retrouve au travers de nos solutions pour mieux gouverner le quotidien des data centers. Jean-Robert ? Bonjour à tous. Je vais essayer de vous démontrer en fait une idée conceptuelle qu'on a associée à notre notion de IT unifié et de prendre en compte une partie de nos solutions et aussi une demande qui devenait de plus en plus présente de nos clients sur la partie gestion de data center. On a donc imaginé un certain nombre de concepts autour du data center qui nous a fait définir en fait 2 types de choses. Un, le besoin en opération, de pouvoir gérer en fait les opérations au-dessus du data center, ce qui va donc permettre le déploiement de machines, de gérer les différents éléments techniques pour mettre en œuvre une ressource, et d'associer un deuxième contexte qui était la notion de sécurité, de pouvoir contrôler et sécuriser un contexte géré autour d'un environnement data center. Tout ça se basant sur 2 types de choix possibles, un environnement en cloud ou un environnement sur site derrière une baie ou un serveur de virtualisation de type ESX et autres. Ce concept nous a amené à créer un environnement que l'on a nommé Data Center Service Management en y associant un certain nombre de fonctionnalités que l'on a dans notre gamme de produits et qui font partie de l'offre Unified IT. Donc une partie découverte, de pouvoir maîtriser ce qui existe, de comprendre l'environnement et donc de gérer les différents événements, entre autres de sécurité, et ensuite de pouvoir agir, d'être opérationnel et d'effectuer un certain nombre de tâches
autour de ces environnements. Donc c'était vraiment un besoin important de modéliser un certain nombre de process autour de ces environnements-là. Nos objectifs, donc, en résumé, enfin, pour bien définir tout ce qu'on voulait vous mettre en œuvre, c'était de solidariser tous ces événements-là avec une CMDB. C'était très important de pouvoir, à chaque élément de ressources créé, on puisse l'identifier autour de la CMDB. Deuxième élément, à partir où on parle CMDB, c'est de trouver de gérer aussi la notion d'asset management et donc d'y associer une notion économique et de validation de l'aspect bien. Le troisième élément, c'est le respect des règles, c'est-à-dire d'être capable de contrôler de A à Z toutes les règles que vous définissez pour obtenir et gérer une ressource dans l'environnement partagé, que ce soit dans un environnement cloud où vous avez un paiement associé, donc de contrôler le coût de la ressource, ou en environnement local, où pouvoir contrôler qui a le droit d'utiliser les ressources, avec quel type d'autorisation et quel type d'agrément vous allez fonctionner, et par quel passage obligé on doit faire respecter le process. Ce process, qu'on appelle la gestion des workflows, c'est aussi accompagner ces différentes étapes par des opérations le plus automatisables possible. On en verra d'ailleurs l'exemple dans ma démonstration. L'automation, l'intégration, c'est aussi le fait de dire chaque élément que je vais générer doit être capable d'être communiqué à tous les pôles de mon Unified IT. On verra que pendant notre démarche de traitement de l'ouverture d'une VM, on sera capable de solliciter l'outil de sécurité pour que lui-même puisse faire une analyse et renvoie des informations à la CMDB contenues dans ISM, tout ça de manière extrêmement transparente par rapport aux différents demandeurs et analystes derrière. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est à consulter au moment où l'information est disponible. Tout ça pouvant s'intégrer, bien sûr, avec de la gestion événementielle, mais aussi du type incident, mais aussi avec de la gestion de changement. Dès qu'on va intégrer un processus de mise à jour, d'update par des patchs ou d'installation de logiciels sur des profils, etc., tout ça passera, bien évidemment, par un traitement de type gestion des changements typique à ce que l'on peut faire dans ISM. Je vous parlais de la partie ISEC, d'être capable de contrôler la vulnérabilité d'une machine, de savoir où elle était non up-to-date et donc on ait besoin soit de patcher des choses critiques, soit patcher des logiciels de type mise à jour standard, de pouvoir contrôler ce type d'environnement-là et de décider, en l'intégrant dans des process de compréhension et d'analyse, quand on allait pouvoir faire ce type de choses-là. Ainsi pouvoir continuellement, sur tout votre environnement, avoir une information de sécurité en continu vous permettant de faire des choix, que ce soit dans des opérations urgentes et ponctuelles ou des opérations de maintenance programmées lors de changements organisés. Pour compléter tout ça, c'était important de pouvoir visualiser toutes ces informations-là, et on est à même, sous forme de tableaux extraction et autres, de vous donner une information globale de tout ce que vous jugez utile, en fait, que ce soit la gestion des requêtes, la gestion des changements ou l'état même au niveau sécurité de tous vos postes de travail, on peut le visualiser grâce à nos outils de type extraction. Le cycle de vie simple, avec comme flux entrant tout ce que sont les données d'inventaire, les données de vulnérabilité après des scans, le déclenchement d'incidents, la gestion des demandes venant d'utilisateurs ou de changements, conclusion à des demandes ou à des incidents, et aussi de l'événementiel de sécurité. N'importe quel superviseur va être capable de solliciter l'environnement pour dire il se passe quelque chose d'anormal, que ce soit purement dans le poste de travail, mais aussi au niveau réseau, une machine n'est plus disponible, n'est plus visible, un environnement. Tout ça peut être pris en charge par ISM sous forme soit de sollicitation par mail, soit de sollicitation par API, par post-API. Là, il y a vraiment beaucoup de schémas permettant de déclencher des systèmes. Bon, pour une question de simplification, je vais lancer un mail
pour le faire durant la démonstration, mais on peut passer par des choses plus évoluées si nécessaire. ISM associé à l'automation va prendre en charge ces différents types d'événements et soit de manière automatique, soit proposé comme étant action potentielle, être capable de lancer un certain nombre de choses qui vont, être opérationnelles, donc gérer une efficacité, pouvoir immédiatement relancer une machine qui est arrêtée, pour pouvoir lancer un scan pour contrôler l'état d'une machine au niveau vulnérabilité, voire installer un patch critique ou installer un logiciel soit immédiatement, soit par une procédure urgente de changement, on va pouvoir le faire directement à partir d'ISM. La visibilité, bien sûr, c'est être capable de toujours consulter le statut en cours de chaque élément, chaque CI, et tout ça, la CMDB vous fournit, on en verra un petit exemple, et respecter les règles, la conformité de tous les process que l'on veut mettre en œuvre, c'est-à-dire rien ne se fera si ça ne respecte pas le processus qui a, été dessiné dans ISM, été construit à partir des outils d'automation, des workflows d'automation. Tout ça étant en fait les éléments de sortie, on découvre, on analyse des données, on les comprend et on agit. Je vais essayer de vous présenter assez rapidement les scénarios tels qu'on les envisage. La première chose, c'est le provisioning de data center, c'est être capable de générer en fait des requêtes pour manager les ressources, l'exemple étant des ressources de type VM, bien sûr, c'est le cas le plus simple, d'être capable de demander à tout moment une ressource dans un environnement partagé et de faire cette demande par partir d'un catalogue de services et de suivre l'automatisme complet jusqu'à la réalisation de cette demande par les éléments techniques associés. Donc, on fait cette demande, on la qualifie, c'est-à-dire on est capable de choisir dans un certain nombre de profils, vous le verrez. On valide la disponibilité sous forme d'aspects soit techniques, soit de ressources logicielles, enfin tout du moins licences possibles. On déploie cette VM automatiquement, on vérifie que ce soit en cloud ou sur site, on le verra, la technologie utilisée. Et on tient à jour la CMDB des différentes phases de cette installation, avec à tout moment la possibilité de notifier les différents acteurs, que ce soit le demandeur, le superviseur, de l'avancée de cette demande, jusqu'à sa conclusion. On est d'accord que tout ça implique deux produits dans notre environnement IT unifié, deux piliers tels que les a expliqués Luc tout à l'heure, la partie ITAM et la partie ITSM. Tout du moins. Ça met en action un certain nombre d'éléments, entre autres Automation, qui va communiquer avec l'environnement cloud, et dans notre démonstration, ça sera un environnement Azure. Alors j'étais trop vite. Au niveau de sécurité, on va avoir un scénario qui, lui, va demander la supervision, en fait, d'un système. À partir de cette supervision, une alerte va être déclenchée, un email en fait va être reçu, va être pris en compte, va être analysé par l'outil ISM pour déclencher un incident. En déclenchant, cet incident va être déclenché en liant un matériel, ce matériel étant une machine contenue dans Azure, une VM dans Azure, et on va être capable d'interagir sur cette machine en prenant la main dessus, en pouvant pourquoi pas l'arrêter, la redémarrer ou lancer un scan, vous verrez tout ce potentiel que l'on a. Jusqu'à considérer que les différentes phases de tests liées à cette alerte de sécurité justifient la mise à jour d'une information sur cette machine et donc de déclencher un changement à partir de l'incident. La gestion du changement va être prise en charge et là aussi on va avoir, sans rentrer dans le détail aujourd'hui parce qu'on n'aura pas le temps, l'idée n'est pas de vous expliquer le process de changement, ça peut faire l'office d'une autre webinaire, mais l'idée étant de vous montrer que lorsqu'on est dans la phase de changement, on va intégrer un certain nombre d'actions complémentaires qui vont être la capacité de déployer des patchs à grande échelle, des groupes de patchs, et ça en prenant donc de fait l'autorisation d'un processus de changement en l'intégrant à une phase de maintenance si nécessaire, tout ça étant dans une vraie utilisation des outils de endpoint qu'on appelle l'UEM, qui est notre deuxième pilier.
J'ai oublié de préciser effectivement que dans le scénario précédent, on prenait en compte le pilier de gauche, le pilier sécurité, pour faire tout ça. Le grand avantage de tout ça, de l'automatisation des processus, c'est on élimine les incompétences. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on fait des démarches répétitives, qu'on met en place un certain nombre de mécaniques récurrentes, il arrive des moments que les personnes, soit par usure, soit parce qu'elles changent et qu'elles sont mal formées, etc., un certain nombre d'incompétences et peuvent générer des erreurs qui vont, bien entendu, ralentir les process. En mettant en place un outil d'automatisation réglé, il n'y a plus d'erreur, parce que c'est un robot, il exécute de manière continuelle la même chose, et lui, il ne se fatigue pas de faire des choses récurrentes, il passe son temps à faire ça. On réduit les erreurs parce qu'une opération manuelle, quand on fait une ressaisie d'informations, lorsqu'on a mécanisé par exemple la création dans un compte dans l'AD, on peut se retrouver à taper un mauvais caractère à la place d'un autre, etc. Là, c'est plus possible parce que tout se fait avec le même flux d'informations initial et tout est automatisable. Optimiser les ressources, c'est aussi faire qu'un certain nombre de gens qui étaient condamnés à faire des choses un peu banales, bien qu'ils aient un statut et des compétences qui leur permettent de faire autre chose, étaient mobilisés à ça. Là, ne faisant plus ce genre de choses-là, ils vont pouvoir être utilisés avec leurs compétences au maximum. Donc on optimise ce qu'ils font. Bien sûr que le fait de rendre transparente une partie des opérations, ça simplifie vis-à-vis des utilisateurs les différentes interfaces. On gère le flux d'entrée, on obtient un flux en sortie, et tout ce qui se passe au milieu, on n'a plus besoin de s'en préoccuper. Seuls les acteurs qui construisent les workflows ont à persister et suivre la qualité, mais le reste, ça devient extrêmement simple pour les autres. De manière évidente, si on accélère et qu'on rend plus fiable les workflows et les process, votre niveau de service à la destination de vos clients et donc votre qualité de service vis-à-vis de tout le monde s'améliore nettement et vous pouvez optimiser et rendre encore plus rapidement des services qui aujourd'hui nécessitaient plus de temps. Cette mécanique d'automatisation s'intègre avec toute notre plateforme, voire des produits tiers. C'est-à-dire qu'on n'est pas limité à l'utiliser avec ISM ou ISEC. Chaque produit aujourd'hui qui fait partie de notre gamme, à un moment ou un autre, une interaction avec l'automation. Et si nécessaire, on a soit déjà des composants construits, soit la capacité de construire des composants pour s'adresser à des produits tiers. Entre autres, voilà une liste d'outils qui permettent de gérer des data centers que vous connaissez bien. On parle de Nutanix, Azure, c'est l'exemple qui va être pris dans la démonstration, VMware, Microsoft, tous ces gens-là, bien évidemment, vous les connaissez, IBM, on est capable de s'interfacer avec Salesforce, avec Citrix, enfin voilà, et bien sûr Amazon, puisque une partie de nos environnements sont aussi sur Amazon, on a aussi cette interaction possible. L'important est de vous rendre compte qu'on ouvre tout et que le dernier Microsoft PowerShell, c'est en quelque sorte une ouverture de porte, le petit logo l'indique. Si on ne sait pas le faire directement parce qu'on a déjà composé un module pour ça, PowerShell nous permet de créer n'importe quel autre environnement si nécessaire. Je ne vais pas rentrer dans le détail du texte derrière, mais je voulais mettre en avant les 4 points importants qui valorisent la partie d'ICSM de la démonstration. On donne des informations plus précises. On crée des environnements qui sont complètement contrôlés et qui permettent d'informer les gens sur ce qu'ils sont, sur ce qu'ils veulent et ce qui est disponible. Bien sûr, tous les process étant disponibles et construits, il y a une meilleure intégration entre les différents outils les uns les autres. Si vous mettez en place des process autour d'ISM en utilisant automation, vous créez un point d'appui pour organiser tous les échanges entre vos applications. Intégrant des outils de sécurité, on peut à tout moment intégrer des actes de sécurité. Si j'oubliais, mais en général je n'oublie pas, dans les phases que l'on met en œuvre durant la démonstration, il y a une phase où on installe un groupe de patchs de sécurité de type critique sur la machine. Et on indique à ce moment-là qu'on sécurise la machine auquel on installe le patch. Pourquoi? Parce qu'on a intégré
dans le process le fait de faire un backup, de créer un snapshot de cette machine. Ça veut dire que de manière transparente, on donne l'ordre de patcher la machine, et s'il lui arrive quoi que ce soit, on peut remonter parce que dans le process est prévu le snapshot. On n'a pas besoin de penser en amont. Le processus créé autour de la demande de mise à jour par patch intègre cette création de snapshot. La déduction, c'est qu'on responsabilise beaucoup plus les utilisateurs en leur offrant la capacité de gérer des ressources qu'ils prennent et qu'ils délaissent ensuite, et de valoriser le coût de ces ressources associées à la notion de service, ce qu'on a l'habitude de faire. Donc le scénario, en vrai, je vais vous créer en fait, par l'intermédiaire de cadre de service, une VM. Je vais définir 2-3 éléments sur cette VM. Par le processus d'automation, la VM va se créer, d'accord, va être profilée en fonction du profil que je vais lui avoir donné, et dès qu'elle va être prête, la CMDB va se mettre à jour des informations nécessaires. Ensuite, à partir de ces informations nécessaires, on va être capable en fait de gérer un certain nombre d'opérations qui vont être, parce que l'incident le justifie, on va pouvoir prendre la main sur cette machine, on va pouvoir déclencher des tâches qui vont de démarrer, d'arrêter, de redémarrer, ou demander le déclenchement d'une vulnérabilité, enfin d'une analyse de vulnérabilité, et si nécessaire de déclencher un changement. C'est le processus qui va démarrer avec le scénario 2, où on va recevoir un email qui va déclencher en fait l'incident, un incident de sécurité. On va voir que le lien va être automatique avec le CI, qui va passer en priorité 1, qui va nous permettre d'utiliser ces différentes actions. Et quand on aura fini, quand on aura analysé tout ça, on déclenchera un changement qui demandera l'application de patch. On lancera cette application de patch qui simulera la fin de la réalisation du changement. Sachant que si on a le temps, mais vu comment je parle beaucoup, je vais avoir du mal, je devrais aller jusqu'au bout et détruire cette VM par l'intermédiaire du catalogue de services. Je vais vous le montrer en amont. Voilà, partons très vite sur la démo. Alors, voilà, je vais juste remettre à propre. Je suis dans un environnement ISM et je vais m'adresser au catalogue de services en tant qu'acteur. Ce catalogue de services me présente un certain nombre de services typiquement liés à mon objectif de DCSM. Donc on voit que je peux demander une VM, je peux la retirer d'ailleurs à tout moment, donc j'ai cette option de ne plus avoir besoin d'une ressource, surtout si on me la facture, c'est un certain nombre de choses. Je peux demander de moi-même un backup de cette VM, je peux tuer le backup ou demander qu'on restaure ce backup à tout moment. Et par ailleurs, j'ai un certain nombre d'autres tâches qui peuvent être lancées à partir du catalogue, mais qu'on verra qui ont plus de logique d'être lancées à partir des process de traitement d'incidents ou de change derrière, qui ont la demande de scan pour vérifier les patchs qui sont disponibles, de fermer la machine, de la redémarrer, d'installer, de désinstaller un logiciel. Mon objectif étant initialement de créer une VM. Donc, je vais l'appeler WB pour webinar DCSM, ok, 001. Je peux sélectionner le type de service que je veux mettre en œuvre, c'est-à-dire est-ce que c'est une machine pour faire du data store, de la database, du web server. Est-ce que c'est une machine de type standard, production, dev, test, prod, parce que j'ai décidé de prédimensionner mes machines en fonction du besoin que l'on en avait. C'est un choix. Je pourrais très bien demander la taille de la mémoire, etc. C'est juste des choix de paramètres pour rendre ça plus simple à l'utilisateur, pour pas qu'il ait à se préoccuper en définissant des profils types. Et je peux derrière définir quel type d'OS je supporte pour les serveurs. Okay. Et donc, quand j'ai validé ça, je peux soumettre ma demande. Et dans mon environnement ISM, je suis dans un vrai process de request et je vais voir apparaître dans mes demandes de request
ma demande de VM qui est ici. Cette demande de VM, en fait, elle intègre un certain nombre de paramètres et elle est en cours. Un des premiers actes faits par le process associé à cette demande, c'est de créer un élément dans ma CMDB, cet élément indiquant que c'est un mécanisme interne, qu'elle est en cours de déploiement et qu'elle est déployée dans un environnement de type Azure. Donc, on va voir que si je me connecte en fait dans mon environnement Azure ici, et que je vais voir ici, ma machine est apparue. En fait, la création de la machine virtuelle est assez rapide, sauf que tout le processus de mise en place de l'image est un peu plus long, donc dure une petite dizaine de minutes. Donc, je vais juste continuer ma démonstration sur la machine qui est au-dessus, qui est la machine serveur 001, mais on verra à la fin que cette machine sera en cours d'exécution, et si j'ai le temps, je prendrai la main dessus. Il me reste 10 minutes, ça va être tout juste, mais on va y arriver. On va y arriver tout le monde. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'effectivement, dans l'environnement Azure, c'est créé la machine virtuelle que j'ai demandée. Pourquoi? Parce que j'ai au milieu de tout ça une machine automation en fait. Et cette machine, elle est en train de travailler, un certain nombre de tâches sont en train de se mettre en œuvre. Vous voyez, New Azure Virtual Machine, c'est le nom du runblock qui est lancé. Et ici, en ce moment, je suis en train de traiter la création de VM dans Azure. Et je vais avoir comme ça un certain nombre de tâches actives qui sont les tâches successives traitées pour la virtualisation de la création d'une machine virtuelle. Entre autres, bien par défaut, on crée la VM dans Azure. On lance le profil pour qu'un certain nombre d'outils associés au profil défini au démarrage soient lancés dessus. Et ensuite, on va lancer le scan de vulnérabilité pour savoir que cette machine vierge, quel type de patch lui manque-t-il? Est-ce qu'il y a des applications? Alors, quand on est sur Azure, on a très peu de patchs, bien sûr, au niveau Microsoft à mettre à jour, mais par contre, comme moi, dans mon profil, on me demande d'installer 7-Zip, j'ai une vieille version de 7-Zip qui est installée sur la machine, et si on a le temps, on verra que ma machine, en fait, on va remonter une information en disant qu'elle n'est pas à jour pour la version 7-Zip. Et on pourrait lancer, à partir de cette observation, la mise à jour de 7-Zip directement à partir d'ISM, de la CMDB, telle que je vous l'ai présentée ici. Okay. Pour voir tout ça, en fait, je vais faire une petite diversion dans une messagerie sur un onglet. Je vais lancer un message d'alerte pour qu'on le reçoive, en fait, qu'on reçoive ce message-là dans l'environnement d'incident. Entre-temps, le temps que le message arrive, je vais vous montrer, en fait, la machine serveur 001. D'accord, qui est la machine qui est dans Azure que je vous ai montré. Vous montrez que cette machine, on a parmi les informations qui nous reviennent, parce que comme un agent EPM est installé dans le profil, il y a un inventaire qui passe par EPM et qui vient se mettre à jour à l'intérieur d'ISM dans la CMDB, et on peut voir tous les logiciels qui sont installés sur cette machine-là. On peut voir donc, entre autres, normalement, on a un agent qui est installé et on va voir différents objets en fait qui vont autour de cet environnement, dont un 7-Zip par exemple, autre. Et on a une information qui vient de l'outil de scan qui nous donne tous les scans qui sont, tous les patchs qui sont à mettre à jour sur cette machine-là, avec certains niveaux de mise à jour. Ok? Donc, si je retourne dans ma base d'incidents, ici, on voit que j'ai un service d'alerte qui est arrivé, là, qui date voilà, du 4-9, 4h30, là, 36 PM, c'est maintenant. Je vais l'ouvrir, et c'est un mail, en fait, que j'ai reçu. Le mail, il est ici, vous voyez, c'est un mail qui est structuré, alors qu'il peut venir d'un superviseur, qui peut venir de n'importe où. Ce mail est analysé et on en déduit en fait par une règle
que c'est la machine serveur 01 qui est liée. Donc j'ai automatiquement mis à jour l'information sur le CI, je l'ai lié à mon environnement pour pouvoir travailler dessus. Entre autres, je l'ai aussi dans les tabulations ici. Les tabulations, comme vous voyez, me permettent, entre autres, dans les actions, de pouvoir redémarrer cette machine, l'arrêter ou prendre la main dessus. Si je clique ici, en fait, je peux prendre la main sur le device. On va passer outre le machin et me connecter sur l'environnement. Avec le bon mot de passe, je vais essayer. Voilà, je suis sur ma machine serveur 01. Là encore, je ne vais pas vous démontrer la qualité de notre outil de prise de main EPM, c'est là pas le propos, mais je vais vous montrer l'interaction entre l'interface de gestion d'incidents, le CI qui est automatiquement accroché, et le fait que je puisse aller visualiser dessus immédiatement en prenant la main. Je peux à tout moment donc ouvrir cet environnement et dire tiens, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, revenir sur mes patchs availabilité ici, et pourquoi pas faire une recherche en fait dans ces patchs, ouvrir et dire il y a un patch ici, il faut que je l'installe. Bon, ça c'est la forme un petit peu cavalière d'aller très vite pour mettre à jour. La bonne logique, c'est de respecter un certain nombre d'éléments, entre autres, pourquoi pas, de redemander à ce qu'une analyse de vulnérabilité soit faite pour avoir une information up-to-date. Là encore, si je lance, je peux demander le type de scan que je veux et dire scannez-moi la machine pour que les éléments critiques. Et on va solliciter par l'intermédiaire d'Automation, en fait, le processus d'analyse de ISEC pour qu'il n'analyse qu'avec les patchs critiques la machine sur laquelle je suis en train de traiter. Et quand cette analyse va être faite, automatiquement, les informations de mon patch, mis dans le patch, vont être mises à jour. On a, entre autres, dans les données, la capacité de voir quand ces données ont été mises à jour. Vous voyez, le 21.3, il y a eu un patch qui a été mis à jour, un patch qui a été découvert et mis à jour pour Java sur la machine. Donc c'est des informations qui se mettent toutes seules à jour. Il y a une espèce de récurrence d'analyse qui va le faire. Mais quand j'en ai besoin au bon moment, je clique et j'envoie. Ce qui va se passer, c'est que j'ai utilisé un certain nombre d'outils au niveau de mon environnement, ça ne me suffit pas. Eh bien, je vais en fait, dans mon environnement incident, décider que ça ne me convient pas et que je vais donc déclencher un changement à partir de cet environnement-là. Demande une mise à jour des patchs de sécurité. Là, je suis dans un process de traitement et j'ai un change qui automatiquement va se créer. Il suffit que je mette à jour en fait l'information d'un incident. Je sauvegarde, oui, et je vais voir que j'ai un change qui est associé à mon incident ici, qui a été déclenché. Si je clique là, je me retrouve dans un environnement explicatif du change. Si je fais un goto, ça va directement me l'ouvrir et je vais pouvoir travailler avec. On voit qu'on a un peu moins de choses de disponibles sur le change. On voit toujours que le lien avec ma machine a été transmis. J'ai bien créé les différentes étapes. Je vais avoir à qualifier en fait les votes, etc. Enfin, tout ça, c'est un process de change standard, pardon. Mon souci est juste de vous préciser ce que l'on peut faire grâce à DCSM, c'est qu'à partir de maintenant, je peux toujours prendre la main, bien sûr, pour contrôler ce qui se passe. Je peux toujours lancer un scan, c'est ce que j'ai déjà fait, mais je vais maintenant pouvoir déployer des patchs, voire installer un logiciel à partir d'ici. Et ça, le déclencher soit directement par un change urgent, soit l'insérer pour qu'une tâche soit créée
au niveau du challenge et que cette tâche soit programmée dans une phase de maintenance. Mon propos est juste de vous dire, écoutez, moi ce qui m'intéresse, c'est que mon patch de déploiement il soit démarré maintenant ou dans une semaine, lors de la même mise à jour, peu importe. Je déclenche ici la tâche et rebelote, on va se retrouver dans Automation à avoir un certain nombre de tâches actives qui sont des tâches liées à l'environnement. Vous voyez, j'ai ici le déploiement de patch en VM qui est programmé et qui va venir s'insérer dans les différentes tâches en cours de traitement. On a toujours notre tâche de create VM en Azure qui est en cours. Scan and update CFDB en ISM, ça veut dire que on est dans la phase, la VM est définitivement créée, on est en train de mettre à jour la CMDB, et si je clique, ça va probablement disparaître dans quelques minutes. Alors, je run profil commande, et donc, regardez la magie. Si je vais, en fait, dans mon environnement ici, et que je vais chercher WSM, on va voir que, pas encore, ça va venir. Dans un délai assez court, en fait, on va avoir une information. Non, je ne veux pas restarter, je veux rafraîchir, pardon. J'aurais pas dû choisir un icône qui ressemble au refresh. Je vais avoir, en fait, le statut qui va passer à production, et je vais avoir le nom de la machine qui va s'afficher ici avec son DNS name. La démonstration va s'arrêter là, il est 45, l'heure des questions-réponses, et pendant les réponses aux questions, je vous montrerai l'état d'avancement de ma machine qui est, vous voyez, elle est en train en fait, de se mettre à jour avec le profil que j'ai lancé. Oui, très bien. Merci beaucoup à Luc et Jean-Robert pour cette excellente présentation. Je vais vous laisser quelques minutes pour inscrire vos questions sur le chat. Jean-Robert, si tu pouvais juste revenir sur la présentation. Pendant que vous posez vos questions, je vais en profiter pour vous annoncer, pour les personnes qui ne le savent pas encore, que les inscriptions à notre grand événement annuel ont été ouvertes la semaine dernière. Donc cette année, Intercation Plus Paris aura lieu le 4 juin au Stade de France. Si jamais vous n'avez pas reçu l'invitation, que ça a été bloqué dans vos spams ou autres, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou me faire un retour de mail suite à l'enregistrement que je vais vous envoyer. Concernant les prochains webinaires, donc notre prochain webinaire sur notre solution EMPO aura lieu le 23 mai et le prochain Patch Tuesday, ce sera jeudi prochain à 16 h. Est-ce que, Jean-Robert, tu as des questions de ton côté? On va peut-être laisser quelques minutes. Non, j'ai pas de questions. Je n'en vois pas. Je vois passer une question sur les versionning de produits. Tout ça a été monté avec des versions ISM Up-to-Date 2018.3.1, la version 2018 d'Automation et la version patch for Windows et non ISEC, mais c'est exactement le même produit, donc un petit peu plus... Non, moins up-to-date, mais ça fonctionne encore mieux avec les dernières versions, bien sûr, d'ISEC.
Alors, une question sur la partie cloud ou on-premise. En fait, aujourd'hui, la solution marche dans les deux environnements, dans le sens où tous les échanges qui se font entre les produits se font avec des web API en RESTful, donc pratiquement les ports de communication entre les machines sont ouverts. Il n'y a aucun souci d'être en mode SaaS ou en mode on-premise. Il y a une autre question qui est en train d'arriver. Alors, quel type de tâches sont nécessaires pour automatiser la création des VM dans Azure? En fait, les environnements de type vCloud, Azure et autres produits externes, hein, que ce soit vCloud pour VMware, AWS pour Amazon ou Azure, et j'en passe d'autres, sont des environnements qui permettent la construction des ressources par des scripts sous différentes formes, hein. Ça peut être du C, du JSON ou autre, ou du PowerShell. Azure, par exemple, fournissant la plupart des scripts PowerShell pour effectuer à peu près toutes les tâches que l'on peut faire manuellement dans l'environnement. Donc, on insère ce type de technologie dans nos propres tâches au niveau Azure et dans Automation. Et on a donc une première tâche qui va créer globalement des environnements avec le nom de machine que vous donnez, et on y attache notre réseau qui est déjà créé, etc. Et une deuxième tâche qui va profiler cette machine, c'est à partir du moment où elle va être disponible, on va y installer un certain nombre de composants de type l'agent EPM et le fameux 7-zip un peu up-to-date, ce qui va me permettre d'ailleurs d'essayer de voir si je ne vous ai pas menti et qu'à un moment l'information va revenir. Ben, elle n'est toujours pas remontée. C'est dommage. Et la troisième étape étant de dire je déploie en fait, je lance le scan avec ISEC sur la machine spécifique que je viens de créer, donc à partir du moment où j'ai eu ces coordonnées. Entre-temps, on va avoir une première information qui est transférée, et c'est celle que j'attends à ISM pour mettre à jour la CMDB, tout ça se faisant en full web, hein, toujours. La dernière action étant de collecter des informations analysées par l'outil de vulnérabilité et de même venir le transférer dans ISM pour mettre à jour l'information au niveau des patchs available. On a une autre question plutôt sur la partie distance. Comment cela fonctionne si j'ai déjà ISM mais pas d'outil d'inventaire pour alimenter ma CMDB? Je vais peut-être répondre sur cet aspect qui est plutôt commercial. C'est évident que pour alimenter une CMDB, il est nécessaire d'avoir un inventaire de son parc, qui ensuite, comme on l'a vu au travers d'Automation, sera mis à jour au fil des échanges, que ce soit des demandes ou des changements. Il faut en fait récupérer ces datas, donc un outil d'inventaire va être nécessaire. Je n'ai pas d'autres questions de mon côté, donc... On voit que juste le profil, l'installation du profil est toujours en cours, donc pour l'instant, malheureusement, l'état de la création de la VM est de 19 minutes et 4 secondes, donc c'est un peu long pour une démonstration qui doit durer 30 minutes, ça fait un peu court pour pouvoir voir la VM se créer automatiquement. Ces temps étaient assez variables, entre autres parce qu'en regardant sur Azure, on voit typiquement que la partie update de la machine était toujours en cours. Là, elle est en cours d'exécution, donc on ne devrait pas tarder à voir s'arrêter cet environnement, l'installation en fait. Bon, enfin, peu importe, je pense vous avoir convaincu que le mécanisme fonctionne et qu'il est complètement traité de manière transparente.
J'aurais bien voulu que vous voyez tout ça en couleur arriver de l'autre côté, mais ça va bien. Et puis, de toute manière, on aura l'occasion, pour les personnes qui ont participé à cet événement et qui souhaitent nous rencontrer directement, de venir présenter dans un cadre peut-être plus lié à leur activité, l'automatisation avec nos solutions donc pour gérer et permettre la gestion unifiée de l'IT. Une toute dernière question, comment sont constitués les reportings et l'alimentation de la CMDB? Alors, les reportings, il existe différents stades de reporting avec nos produits. ISM intègre, comme vous le voyez là à l'écran, un certain nombre de dashboards et d'outils un outil de reporting associé à l'outil Microsoft pour visualiser des reportings spécifiques construits autour du monde ISM. Et bien sûr, on a un environnement de type extraction. Je vais essayer de m'y connecter en live si c'est possible, qui permet, en utilisant notre outil à nous d'extraction, de visualiser sur des reportings, des informations venant de différentes sources d'informations, dont la partie ISEC, dont la partie automation, dont la partie ISM, la partie EPM. Entre-temps, on nous demande si l'installation d'un agent est obligatoire. L'agent EPM n'est obligatoire que si on veut utiliser la partie prise de contrôle, installation de logiciels et remontée d'inventaire d'EPM. Si on n'a pas besoin de ça, c'est pas nécessaire, le petit ISEC tel qu'il est défini n'a pas besoin d'agent pour faire le parti patch et scan de patch. Voire installation de logiciels, puisqu'en partie, on peut installer aussi des logiciels sous forme de script à partir d'ISEC. Voilà, je suis sous extraction et j'essaye de vous montrer un environnement d'ICSM qui a été créé dernièrement. Alors il faut qu'il se mette à jour, entre autres. Excusez-moi, je vais l'ouvrir un peu plus grand. Je vais essayer d'ouvrir mon web ici un peu plus grand. On va essayer d'en voir un petit peu plus. Ici, entre autres. On voit tous les incidents en cours, par exemple, vous voyez, des tableaux de bord de ce type-là. On voit nos incidents de sécurité qui sont ici. Si je clique dessus, je peux voir en fait les records et voir tous les records avec un peu de chance. Non, il n'a pas été mis à jour des derniers incidents parce qu'ils ne sont pas donnés, mais on voit tous les incidents déjà créés en fait qui sont à jour dans la base. Ok. C'est juste pour montrer les capacités de notre outil extraction à s'interférer avec les bases. Ok, il n'y a pas d'autres questions de notre côté. Donc je vous remercie tous pour votre participation à ce webinaire. Je vous enverrai l'enregistrement ainsi que la présentation sous format PDF maximum demain matin. Si jamais vous souhaitez avoir une démonstration un peu plus personnalisée, un peu plus poussée, n'hésitez pas encore une fois à revenir vers nous. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.